Je ne sais pas si on sait dans quel ordre on est censé intervenir. Vous pouvez intervenir comme vous voulez. Peut-être Alice et Sandrine faire un point sur ce qui peut se passer dans vos juridictions, outre ce sur quoi vous pourriez intervenir en plus. On va commencer de cette façon. Alors je précise que Pascal Bruston était pressenti pour intervenir s'agissant du tribunal pour enfants de Paris, mais elle est souffrante. Et donc c'est Sandrine qui très gentiment a accepté de le faire ce matin au pied levé. Voilà. Je vais commencer, et pas avec une vision hyper positive du CJPM à Paris. Alors pourquoi Parce que nous, je pense que c'est le reflet du sentiment de l'ensemble des collègues du tribunal pour enfants de Paris. C'est parce qu'on a l'impression que le CJPM a introduit énormément de complexité. Là où avant, finalement, on arrivait à gérer notre audiencement de façon beaucoup plus fluide et pour nous, beaucoup plus dans l'intérêt des mineurs qu'on suit. Et ça introduit de la complexité à tout niveau, avec des problématiques qui pour nous sont majeures et qui sont ceux de la sectorisation et celle de la sectorisation et la problématique du regroupement des dossiers qui sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui, alors que sous l'empire de l'ordonnance de 45, on y arrivait voilà, très très majoritairement. Alors pourquoi? Alors bien sûr, c'est une situation qui est particulière à Paris, qui ne reflète pas ce qui se passe dans les autres territoires, parce que je crois qu'il y a à Paris une question d'ordre public qui est peut-être encore plus forte qu'ailleurs. Paris, c'est le cœur du pouvoir politique. Paris, c'est la représentation diplomatique des pays étrangers. Paris, c'est la ville la plus touristique, une des villes les plus touristiques au monde. Et donc, la question de l'ordre public qui est très sensible. Et voilà, je pense qu'au niveau du parquet de Paris, ils veulent être un peu la vitrine de l'ordre public à la française. Donc tout ça a évidemment des incidences, et c'est pas le CJPM qui a fondamentalement changé la politique pénale du parquet à Paris pour les mineurs. Alors, ce qu'on constate à Paris, c'est des difficultés de fonctionnement au quotidien, avec des erreurs de fixation de la part du parquet par rapport à leur intention, erreurs de sectorisation, erreurs de date, des difficultés de l'audiencement, de la mise en état des dossiers par le parquet. Et donc, très souvent, on a des dossiers qui n'arrivent pas, on a des dossiers qui arrivent chez le mauvais juge, voire des dossiers qui se perdent. On a un certain nombre, il y a un certain nombre de fois en audience tribunal pour enfants, des avocats de Paris qui sont ici présents le savent, où on a sur le rôle une, deux affaires, parmi toutes les affaires, une ou deux affaires, où on n'a pas le dossier et personne ne sait où il est. Il n'est pas au parquet, il n'est pas au niveau de la 25e chambre, donc qui s'occupe des audiences tribunal pour enfants. On a des difficultés de calibrage, c'est-à-dire que le parquet a tendance à surbooker les audiences de culpabilité, sans respecter véritablement les créneaux, et donc on a des audiences de culpabilité qui sont complètement surdimensionnées. Et nous, nos audiences tribunal pour enfants, c'est sur toute la journée. Et donc, on a des dossiers audiencés le matin. Pour nous, à Paris, c'est des audiences de culpabilité, puis des audiences de sanction l'après-midi. Il n'est pas rare que des audiences de culpabilité finissent à 14h, 15h, donc les audiences censées être du matin, et qu'après il faut réembrayer sur les audiences de sanction, avec toutes les difficultés que ça pose par la suite, quand il y a des audiences uniques avec détention provisoire et que les services doivent après organiser la sortie de détention. Quand le mineur sort à minuit, il est évident que pour
les éducateurs de la PJJ, c'est extrêmement difficile. Conséquences aussi très... Alors, on l'a évoqué aussi, c'est-à-dire qu'on a, on a parfois des mineurs qui sont convoqués... le même mineur va être convoqué et le matin et l'après-midi. Et donc va passer toute sa journée au tribunal, là aussi, des erreurs d'orientation du parquet. Autre conséquence pour nous du CJPM, c'est une espèce de lourdeur de la gestion de préparation des audiences, parce qu'on est constamment en train de vérifier, alors en jonglant entre les différents logiciels, la NPP, Pilote, Cassiopée, et vérifier, alors on peut le faire au moment du déferment, mais pas quand ce sont des COPJ, si c'est si c'est la bonne audience, si c'est le bon juge. Et quand on ne peut pas faire ce travail-là, eh bien, ça conduit à l'audience de culpabilité, à faire une sorte de mise en état, et puis parfois des renvois, parce qu'on tient absolument à Paris à la sectorisation. Et donc, du coup, c'est une perte de temps, c'est beaucoup d'énergie pour finalement procéder à des renvois de dossiers. Je le disais tout à l'heure, notre grande inquiétude, c'est cette régression de la sectorisation et du regroupement, parce qu'on ne peut pas non plus passer son temps à faire des renvois, et parfois c'est vraiment l'intérêt des mineurs d'être jugés. Cette sectorisation et ce regroupement, on arrivait assez facilement à le faire sous l'ordonnance de 45. Il y avait, c'est vrai à Paris, il ne faut pas s'en réjouir, 75% de déferments sous l'empire de l'ordonnance de 45, mais du coup il y avait une mise en examen, et puis après le juge des enfants de secteur regroupait ces dossiers et puis choisissait le bon temps, le bon moment en fonction du travail éducatif qui était accompli pour juger les mineurs. Alors maintenant, on a des mineurs qui sont convoqués dans un temps très court à 5-6 audiences en chambre du conseil, en tribunal pour enfants, en audience unique. Et voilà, juste un tout petit cas pratique. Un mineur que j'appellerais MD, qui va être déféré en décembre 2021. Il va être jugé en audience de culpabilité le 5 avril 2022 et une date de sanction va lui être donnée en chambre du conseil le 19 octobre 2022. Comme c'est un mineur réitérant, parce que c'est avec eux que se pose principalement ce type de difficulté, eh bien, pour des faits du 7 avril 2022, il va être convoqué en culpabilité le 7 au tribunal pour enfants, cette fois-ci le 7 juillet. Mais pour des faits antérieurs, parce que le dossier est arrivé avant et pas dans un souci de regroupement, puisque première audience, je vous l'ai dit, là, le 7 juillet au tribunal pour enfants, et là, il va être convoqué en culpabilité le 5 juillet, donc avec des juges forcément différents. Puis comme il continue à réitérer, pour des faits du 12 mai 2022, cette fois-ci, le parquet va saisir le JLD, il va être placé en détention provisoire et il sera jugé le 7 juin 2022, donc avant les audiences du 7 juillet et du 5 juillet. Et pour des faits antérieurs aux faits qui ont valu la détention provisoire, mais voilà, tant que la procédure arrive au parquet, donc des faits du 7 mai 2022, une date d'audience en culpabilité au tribunal pour enfants lui est donnée pour le 4 octobre. Alors, des exemples comme ça, on en a plein à Paris, et quand on dit que... alors, je comprends qu'à Rouen ou à Havre ou dans d'autres juridictions, ce problème ne se pose pas et qu'on a l'impression que c'est clair pour les mineurs, mais moi, je peux vous dire que les mineurs, ils n'y comprennent rien du tout, et je dois dire qu'à force, nous non plus. On finit par ne plus rien comprendre à ce qui se passe et comment donner du sens éducatif à tout cela. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Justement sur ce sens enfin, il y a une espèce de, j'ai l'impression, de découragement parmi les collègues et même pour ceux qui aimaient beaucoup le pénal.
ils commencent à avoir une certaine lassitude, et voilà, c'est un peu le mot à la mode, mais de perte de sens. C'est vrai que sous l'empire de l'ordonnance de 45, on avait... déferment ou pas, notre mise en examen, où on évoquait les faits, où on pouvait, en évoquant les faits, ça pouvait nous permettre d'appuyer nos mesures éducatives et de les faire comprendre aux mineurs. Là, on a des audiences, on a des déferments où, puisqu'à Paris, encore une fois, c'est beaucoup du déferment, même si ça a baissé, ça c'est une bonne chose avec le CJPM, on a des déferments, et notamment pour les mineurs qui ne reconnaissent pas les faits, où on va ordonner des mesures éducatives et contraignantes, enfin contrôle judiciaire, sans évoquer les faits, sans pouvoir... Voilà, et je pense que là, c'est extrêmement difficile pour un mineur qui nie les faits, de comprendre sans qu'on aborde les faits, où on peut lui dire, quand même, dans la procédure, enfin ça c'était avant, dans la procédure il y a tel ou tel élément, réfléchi, etc. Là, on ne peut plus faire ça, et donc c'est assez compliqué à pouvoir expliquer pourquoi on prend telle ou telle mesure. À Paris aussi, évidemment, notre grande inquiétude, c'est la détention provisoire. On nous a dit tout à l'heure que la détention provisoire avait fortement baissé. Et au plan national, c'est tout à fait exact, mais à Paris, c'est pas le cas. Et je vous cite juste rapidement quelques chiffres. Je ne parle que des saisines JLD, enfin procédure juge des enfants, et pas des saisines dans des procédures juges d'instruction. En janvier 2021, le parquet avait demandé à ce que le JLD soit saisi pour 16 mineurs, et 11 mandats de dépôt avaient été prononcés. En janvier 2022, le parquet a fait des saisines, 25 saisines de JLD, et il y a eu 23 mandats de dépôt. En février 2021, c'était 6 demandes, 6 réquisitions de saisine du JLD et 6 mandats de dépôt. En février 2022, c'était 30 saisines du JLD et 25 mandats de dépôt. Ça baisse un petit peu au mois de mars, je m'arrêterai à mars. Il y avait 10 en 2021. En mars 2021, 10 demandes de saisine du JLD et 8 mandats de dépôt. En mars 2022, 20 saisines et 18 mandats de dépôt. Donc évidemment, pour nous, la détention provisoire, alors évidemment avec l'avantage qu'elle est courte, et ça pose peut-être aussi d'autres difficultés, non pas qu'elle soit courte, mais pour la suite, pour la préparation à la sortie, nous, on s'inquiète tout à fait de cette augmentation de la détention provisoire. Bon, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je dirais juste que finalement, on passe d'un pilotage de l'audiencement par un juge en co-audiencement avec le parquet, et où on avait une bonne connaissance du mineur, et encore une fois, où on se disait, là, c'est vraiment le moment de pouvoir le juger, et encore une fois, en communication avec le parquet pour prioriser, finalement un double pilotage, mais qui se contredit, où il n'y a plus de cohérence, puisque le pilotage est exercé par le parquet seul, et le parquet, il n'a pas forcément les informations. Il faut savoir qu'à Paris, il y a 12 substituts, il y en a 5 à la permanence. Le flot de la permanence font qu'ils ne vont pas forcément communiquer entre eux, et donc ils vont prendre des décisions sans réelle connaissance de la situation personnelle ou même de la situation judiciaire. Ils vont voir juste les antécédents, l'acte, et décider des orientations. Et évidemment, nous, ça ne nous satisfait pas. Voilà. Bien, merci beaucoup Sandrine. Maître Isabelle Auger-Ambrodane pour le barreau d'Angers, et plus particulièrement pour faire contrepoids peut-être avec ce regard en juridiction. On vous laisse la parole.
Alors, contrepoids, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels je rejoins la présidente, mais je crois que... Alors d'abord, mes premiers mots, c'était que c'est... Moi, je suis contente d'être là. Je suis ravie d'être là parce que c'est un échange qui est intéressant. Moi, j'apprends plein de choses en vous écoutant. Et c'est bien que le barreau et le barreau provincial, entre guillemets, soient présents. Pourquoi je dis ça? Parce que j'entends ces problématiques parisiennes, puisque pour ceux qui l'ont suivi, éventuellement, il y a eu quelque chose organisé par le CNB la semaine dernière, jeudi dernier, où c'était effectivement vraiment à Paris pour Paris, et où on retrouve, alors ma consoeur n'a pas voulu venir sur ça à côté de moi et me soutenir, mais voilà, où la problématique évidemment des avocats de Paris est très différente de la nôtre, je crois, en tout cas pour Angers, qui est un barreau moyen, voire un petit barreau, ça dépend du point de vue où on se place, puisqu'on est 400 avocats. Alors ça a des avantages, et puis évidemment, le pendant, ce sont les inconvénients de ces avantages. C'est par exemple la difficulté à créer une permanence spéciale mineure, parce qu'on n'est pas assez nombreux, et donc une spécialisation des avocats, mais j'en retoucherai 2 mots tout à l'heure, parce que ça me paraît important. À l'écoute de tout à l'heure, moi j'ai entendu que la moyenne, en fin de compte, si je me suis pas trompée, grâce à cette réforme, eh bien on passait de 7,6 mois, c'est ce que j'ai entendu dans vos chiffres, peut-être mesdames, mais je me trompe, c'est-à-dire qu'entre le moment de l'audience de convocation pour audience de jugement et l'audience de sanction, il s'écoule 7,6 mois. Et moi j'ai pas envie de dire yallah, quoi, parce que pour moi c'est pas forcément une réussite. Alors c'est une réussite parce qu'effectivement ça va plus vite, parce qu'on a une réponse pénale qui est apportée rapidement aux jeunes. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément quelque chose qui soit extrêmement positif. Moi je trouve ça extrêmement court quand on connaît les temps extrêmement longs de la justice. Il fallait trouver un juste milieu, je suis d'accord, peut-être c'était trop long avant, mais là moi ça me paraît quelque chose d'extrêmement rapide, parce qu'en 7 mois, un jeune il évolue, oui c'est vrai, mais... comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut réellement construire? Moi, ça m'interroge. Voilà, ces délais très courts, c'est merveilleux, mais ça m'interroge. Alors, quelques points quand même positifs. Moi, je trouve que cette réforme, en tout cas, du point de vue des avocats, j'ai interrogé mes confrères, elle a eu le mérite, entre guillemets, pour certains d'entre nous, et c'est nous, les avocats, en tout cas au barreau d'Angers, de remettre un peu, si vous me permettez l'expression, l'église au milieu du village, c'est-à-dire que chacun a trouvé une place extrêmement définie. Et autant avant, on faisait un peu d'éducatif, un peu de droit, un peu de tout ça, et puis les éducateurs faisaient un peu d'éducatif et un peu de droit, et maintenant chacun a trouvé sa place, et nous on est vraiment là uniquement, et c'est très bien, enfin en tout cas c'est mon point de vue, pour faire du droit. Moi mon job c'est de défendre le mineur, de soulever des nullités s'il y en a, de demander des expertises, etc., etc. Je ne vous apprends rien, c'est ça mon travail, et plus de faire d'éducatif. Et donc ça c'est vraiment quelque chose, je trouve, parce que ça va vite, justement parce que ça va vite, qui a permis cette réforme. Ça c'est vraiment pour moi le point positif. Alors en même temps j'ai envie de dire c'est quasiment le seul. Parce que en revanche, on l'a évoqué tout à l'heure, je ne vais pas y revenir très longtemps, mais nous le principal point d'achoppement à Angers, parce que nous on a très peu de déferments, on n'est pas sur le système à Paris, on en a, hein, ça c'est pas la question, mais extrêmement peu nombreux, ça reste à la marge, donc déferments avec audience unique derrière, c'est très très peu. En revanche, on a beaucoup d'audiences uniques, régime général, c'est-à-dire que ce qui est exceptionnel devient la pratique classique, en tout cas chez certains juges. Alors, j'ai entendu tout à l'heure certains qui pouvaient justifier cette audience unique, c'est-à-dire on fait culpabilité et puis sanction en même temps, parce que c'était l'intérêt du mineur, parce que c'était son jeune âge, son absence sa première délinquance, etc., etc. Toutes les raisons sont bonnes, c'est pas la question. Mais nous, on s'interroge forcément parce qu'on voit dans la pratique des magistrats qu'on a, ils sont 5 à Angers, que certains le font beaucoup, beaucoup, puis d'autres beaucoup moins. Et j'attends avec impatience les motivations, parce que je rappelle quand même que ça doit être motivé. Pour l'instant, je n'ai pas encore les décisions écrites, mais je sais qu'il n'y a pas de motivation en réalité. Mais le texte, il exige une motivation. Comme le texte ne dit pas discussion avec les parties. La dernière fois auquel j'ai eu droit à ça, la dernière fois, où on m'a dit de toute façon, c'est dans son intérêt. Quand je me suis opposée effectivement à cette audience unique, parce que je considérais qu'il y avait peut-être une mesure provisoire à mettre en place.
Donc ça, c'est une vraie difficulté auquel on se heurte. Moi, je trouve que par rapport à ça, au-delà de la préparation qu'a évoqué la PJJ et que j'évoquerai aussi, parce que maintenant, systématiquement, quand je reçois le jeune dans mon cabinet, je lui déroule tout le CJPM. C'est-à-dire du début de la première présence, enfin quand il va être en audience de culpabilité jusqu'à l'audience de sanction, parce que je ne sais pas à quelle sauce, effectivement, on va être mangé. Et donc ça, c'est quand même une difficulté majeure. Alors, j'ai entendu madame qui disait tout à l'heure, parfois quand j'ai le temps, et c'est très bien, hein, j'appelle l'avocat pour le prévenir, que j'envisage, c'est merveilleux. Alors d'abord, le texte ne l'y oblige pas, hein, ça c'est tout à son honneur. Mais moi, je considère en tout cas que ce texte-là est problématique. Et quand on parle de réforme, je crois que ça devrait peut-être, on devrait peut-être faire bouger cette ligne. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de garde-fou. Et alors, je ne remets pas en cause les compétences, je ne remets pas en cause la volonté de bien faire des magistrats, blablabla. Tout ça, bien évidemment, je ne le remets pas en cause. Je dis juste, je pose le problème. Comment se fait-il que dans notre petite juridiction, dans notre petit barreau, nous avons des magistrats qui ont recours à ça systématiquement et pas d'autres? Donc ça, c'est vraiment le souci qu'on a. Puisqu'on m'a dit, quand on m'a appelé pour intervenir, on m'a dit lâchez-vous, hein, la parole est libre. Alors je me lâche. Je vous livre au débat. Je dis que vous tous, vous n'avez pas les mêmes pratiques et c'est normal. Et justement, et d'ailleurs ça rejoint aussi un autre point que je voulais évoquer, qui est celui du parquet. À Angers, ça s'est bien passé. Honnêtement, la transition entre l'ordonnance et le code de CJPM, je ne vais pas dire que ça a été un accouchement sans douleur, mais pas loin. C'est quelque chose qui a été extrêmement préparé en amont, et ça, par rapport à ça, la présidente du TPE d'Angers a beaucoup travaillé là-dessus, et vraiment où on a été préparé et où les choses se sont, avec les greffes, etc., mises en place en douceur, et ça a permis une transition en douceur, ça c'est important. Mais on constate quand même une chose, c'est-à-dire que le pouvoir aujourd'hui est au parquet, et qu'aujourd'hui ça va très bien à Angers parce qu'on a une parquetière qui est très sensibilisée véritablement à la question des mineurs, qui a une vraie volonté de s'inscrire dans l'idée de la justice des mineurs, c'est-à-dire une primauté de l'éducatif sur le répressif. Demain ça change, on se retrouve avec un parquetier qui a plus une volonté de répressif que d'éducatif, et les choses vont forcément changer, la donne va forcément changer, puisqu'il y a un véritable pouvoir. Moi, je trouve dans cette réforme sans véritable contre-pouvoir au parquet. Nous, en tout cas, ça nous interroge. Alors, on est vigilants, mais ça pose question. Enfin, ça nous en pose plein. Il y a plein d'autres questions qu'on se pose. Hein, mais celle-ci est, quel est le garde-fou, en fait, à un parquetier fou? Eh bien, il n'y en a pas. Voilà. Donc ça c'est une autre de mes réflexions et de nos réflexions, puisque j'ai fait un petit sondage parmi mes confrères avant de venir. Alors il faut savoir qu'à Angers aujourd'hui, j'entends beaucoup ma consoeur qui a dit déferment, DP. Nous c'est formidable. Moi personnellement aujourd'hui, audience de sanction pure et dure avec la formule classique et générale, j'en ai pas fait. Voilà. Donc, on est sur des situations qui sont extrêmement disparates, extrêmement différentes en fonction, effectivement, des lieux où on se trouve. J'ai fait des audiences uniques, comme je vous le disais, ça, oui, beaucoup. Et par contre, dans le processus classique, eh bien, parce qu'il faut du temps, eh bien, on n'est pas encore aux audiences de sanction. Alors, là-dessus, moi, je m'interroge, mais je ne suis pas à l'audiencement, et j'en suis ravie, parce qu'on a rempli toutes les cases des audiences de sanction, qui étaient vides, totalement vides, puisque c'était des nouveautés. Une fois que les cases vont être pleines, comment allons-nous faire? C'est vrai que par contre, aujourd'hui, moi j'ai connu 1, 2, 3 audiences de culpabilité pour le même mineur. Et je rejoins ma consoeur qui a pris la parole tout à l'heure, je crois en tout cas, c'est pas vrai, le mineur il n'y comprend pas grand-chose. Parce que, vous voyez, expliquer une mise en examen, en tout cas, moi, de mon petit point de vue, c'était facile. Je disais aux jeunes, tu n'es pas jugé. Et là, on va voir ce que tu vas donner pendant les 6 mois ou les 12 mois à venir. Par contre, on considère qu'il y a des indices qui laissent penser que tu as commis ces faits-là. Et à toi de construire ton dossier, et à toi, c'était ça la mise en examen, par définition. Et on va prendre des mesures et on va t'aider à avancer. Ça, c'était facile de lui expliquer ça. Aujourd'hui, lui dire, bon ben voilà, tu vas avoir une audience de culpabilité, on va considérer que, ou non, que tu es coupable. Bon, à partir du moment où on va considérer que tu es coupable, tu vas avoir éventuellement une mesure qui va être mise en place. Très bien. Et puis après, à l'issue de cette mesure, au bout de 6 à 9 mois, tu vas être jugé, puis tu auras derrière une autre sanction. Éventuellement. Et là, il ne comprend pas. Ça s'arrête. Le cerveau se bloque. Parce qu'il faut quand même être réaliste. Hein. On a des jeunes qui vont vous dire, bah, attendez, mais
Ça sert à quoi, puisque de toute façon, je suis coupable. Alors, on explique que peut-être, avec sa participation active, eh bien, la peine ou la sanction, en fonction des situations, ne sera pas la même, etc., etc. C'est beaucoup, en tout cas, de mon point de vue, beaucoup plus difficile à faire comprendre. En œuvre de pédagogie, c'est compliqué, je ne sais pas au niveau des éducateurs, mais nous, on a du mal à lui faire comprendre ça. Alors, quand on réunit une audience de sanction, plus une autre audience de sanction, plus une troisième audience de sanction, de culpabilité, pardon, pour arriver derrière à une audience de sanction au bout de 8 mois et demi, inutile de vous dire qu'effectivement, je rejoins ma consoeur, on l'a perdu. Voilà. Et qu'après, il faut tout réexpliquer en disant, voilà, tu vas être jugé pour le vol du cyclo, tu vas être jugé pour la consommation de shit, tu vas être voilà, et tu vas prendre éventuellement une peine, des peines différentes. On va plaider des confusions, alors question qui reste toujours en suspens sur la confusion, en tout cas au barreau d'Angers. Voilà, c'est à mon sens beaucoup plus difficile. Dernier point que je voulais, enfin j'en aurais plein d'autres, parce que je pourrais continuer des heures, mais j'ai essayé de sélectionner les plus importants. L'avocat référent, la notion d'avocat référent. Alors d'abord, mais vous le savez, hein, ça existait déjà. C'est-à-dire qu'en tout cas, à Angers, nous, on avait déjà créé, on avait signé une convention et on avait créé ce principe d'avocat référent, c'est-à-dire un mineur, un avocat, et parce qu'on s'est rendu compte il y a fort longtemps que un mineur des avocats, ça ne pouvait pas le faire, et que donc on avait mis en place ce système-là. Alors maintenant, on a un mineur, un avocat, on se heurte à la même difficulté, c'est ce que j'évoquais au début de mon propos, que vous pouvez avoir à mot couvert sur les JLD, c'est-à-dire que chez vous, tout le monde est spécialiste, chez nous, personne ne l'est. Et la difficulté qu'on a, c'est d'amener les confrères, parce qu'il faut quand même aussi attirer l'attention des juges que vous êtes, sur la folle rétribution à l'aide juridictionnelle de l'assistance des mineurs, et amener les confrères à vraiment se spécialiser, c'est-à-dire à donner beaucoup de temps, du temps en plus que le temps qu'ils donnent aux audiences, qui est déjà beaucoup de temps pour 8 ou 10 malheureux UV, c'est compliqué. Donc en faire des spécialistes, c'est encore plus compliqué. Et moi, je mets dans le débat cette notion, parce que ça y est aujourd'hui, de cet avocat référent qui devient donc l'avocat du mineur. Ça, c'est une bonne idée, c'est pas la question, hein, mais ouvrez-nous, que l'ENM nous ouvre ses formations, qu'on puisse y aller. Moi, je suis preneuse, en tout cas. Mais c'est le même avocat en assistance éducative et en pénal, en tout cas, c'est l'esprit. Alors, l'assistance éducative est à part, hein, j'ai bien entendu. Je sais, j'ai conscience, mais enfin, l'idée, c'est un peu ça qui est derrière. C'est-à-dire que l'avocat qui va suivre le mineur au pénal est censé le suivre en assistance éducative si assistance éducative il y a, et inversement. Alors, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas le même métier. Ça ne fait pas appel aux mêmes connaissances ni aux mêmes compétences, je suis assez d'accord, hein, parce que si c'est pour faire plante verte en assistance éducative, parce qu'on ne maîtrise pas très bien les tenants et les aboutissants de l'assistance éducative, je trouve que c'est dommage, et que on ne va pas se mentir, hein, on est entre nous, hein, je pense que c'est le cas, en tout cas sur des petits barreaux, c'est le cas. On ne peut pas mettre en place une permanence dédiée mineurs, on n'est pas assez nombreux, parce que derrière la permanence dédiée mineurs, il y a bien sûr la permanence aux audiences, ça on peut trouver, ça c'est pas la difficulté, mais il y a la permanence garde à vue mineur, il y a la permanence audition libre mineur, et très honnêtement, sur la base des 400 avocats que nous sommes à Angers, il y en a environ 35 qui se consacrent aux mineurs, donc c'est tout petit, hein, et 35 pour couvrir toute l'année, c'est impossible. Donc, on a une vraie difficulté, là encore c'est des moyens, mais ce n'est pas les mêmes, mais ça revient aussi à ça, donc il faut avoir conscience, en tout cas de notre point de vue, que cet avocat référent, c'est une très bonne idée, c'est ce qu'on avait plus ou moins mis en place déjà avant, et que le mineur n'est qu'un seul avocat, bien sûr, il faut le conserver, cette idée est fondamentale, mais peut-être que c'est pas très souple dans le code, en tout cas la façon dont ça a été présenté est pas très souple, et puis cette AJ-garantie qui là encore aussi est une bonne idée sur le papier, dans ses modalités et sa mise en application, c'est bien plus compliqué. Donc ça aussi, j'attire votre attention pour les magistrats que vous êtes, pour les avocats qui interviennent, en tout cas au barreau d'Angers, qui interviennent, alors on intervient à l'aide juridictionnelle, chez moi c'est un principe, je ne veux pas avoir de compte à rendre à personne d'autre qu'aux mineurs que j'assiste. Et donc je considère aussi que
c'est très très compliqué aujourd'hui avec la mise en place de l'AJ. Ça a pris beaucoup de retard et ça met beaucoup, il y a beaucoup de difficultés à faire à suivre sur ce point-là. Ça c'est purement mathématique en tout cas. Pour en terminer, je vais essayer de rapporter les propos, mais là encore là, ce sera encore mieux qu'elle les rapporte. Je veux bien le faire. Mais bien sûr. Des déferlements sur Paris, je vais peut-être prendre le micro, vous dire. Alors, nous, on n'a pas la problématique de l'avocat référent, parce qu'à Paris, on a un groupement d'avocats d'enfants plutôt très actif et fourni, donc aucune difficulté. Oui. Oui, bonjour, Laurence Lartour, avocat au barreau de Paris. Donc nous, on a un barreau qui avons à peu près un petit peu moins de 200 avocats spécialement formés à la défense et à l'assistance des mineurs, que ce soit au pénal ou au civil. Donc nous, pour rebondir sur l'avocat référent, aucune difficulté. Lors des déferrements, un avocat va suivre le mineur tout au long de la procédure, et en cas de difficulté, il y a toujours des avocats pour pouvoir pallier la difficulté d'un confrère à assurer le suivi. Par contre, je rejoins effectivement les observations de Mme Chabanex, parce que nous, on considère qu'on n'a pas une égalité d'armes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive devant le procureur de la République, et au démarrage, on a eu un problème de positionnement, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout respecté, on n'était pas du tout entendu, et même on a eu même des accrochages très forts. Alors il a fallu créer cette place nouvelle pour nous, parce que notre interlocuteur privilégié au démarrage, c'était le juge des enfants, et tout d'un coup on a un procureur. Et un procureur, par définition, c'est pas là pour faire de l'éducatif, c'est là pour poursuivre. Et c'est bien de dire que cette ordonnance, enfin ce code de la justice pénale des mineurs, ce code de procédure de la justice pénale des mineurs, ne change pas le principe, à savoir primauté de l'éducatif, mais pour moi c'est un peu des mots, parce que derrière ces mots, on a quand même un parquetier qui va, lui, être le chef d'orchestre d'une procédure qui ne se veut pas du tout éducatif, parce que, encore une fois, à la mise en place de cette réforme, l'avocat avait du mal à pouvoir exprimer ce que le code lui permettait pourtant de faire, à savoir des observations, des compléments d'enquête si on considérait que l'enquête n'était pas suffisamment fournie, et d'orientation. Et si aujourd'hui on arrive à faire ces observations, ça a été quand même difficile au démarrage. La deuxième chose qu'on voulait dire, c'est que l'idée même que ce texte, en fait, c'est pas toujours l'idée de l'éducatif, c'est que pour le juge des enfants, la présence de l'avocat lorsque le mineur est poursuivi, c'était inscrit dans l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'un mineur poursuivi, c'était un avocat à ses côtés. À tel point, aujourd'hui, il y a ce décalage, c'est que le procureur, lorsqu'on n'allait pas assez vite pour la lecture de ces dossiers, ou lorsqu'on voulait attendre le rapport de recueillement socio-éducatif, on a été menacé de dire on ne veut pas que vous attendiez le rapport, on va prendre le dossier au bout de 2 heures et il y aura un procès-verbal de carence. Et là, il a fallu se battre pour dire mais quel est le texte qui prévoit qu'au bout de 2 heures de non-rédaction d'un recueil de renseignements socio-éducatifs, on pouvait passer outre à la présence de l'avocat. Alors effectivement, il n'y a pas eu ce procès-verbal de carence, mais en tout cas, il a fallu faire un bras de fer pour tenir l'idée qu'on ne voulait pas défendre et assister le mineur sans avoir ce recueil qui nous semble indispensable, mais qui nous semble aussi indispensable pour le parquet qui ne peut pas en faire l'économie sur l'orientation qui doit être celle qu'il va prendre. Et ça, c'est un état d'esprit. Et deuxième élément pour aussi montrer que cet état d'esprit ne fait pas corps avec cette réforme, c'est que l'idée que l'avocat doit être présent tout au long de la procédure, c'était aussi pour nous l'idée, lorsque un délai doit être interrompu, par exemple, c'est d'assister le mineur lors du GLD qui va interrompre un délai. Or, les greffes du GLD et le GLD ont pris beaucoup de dossiers sans attendre l'avocat, et donc sans attendre que le mineur soit assisté d'un avocat. Et là, heureusement, on a une décision de la Cour d'appel de Paris
récente qui date de juin 2022 et qui annule un procès-verbal rendu dans ces conditions et donc annule également le placement en détention du mineur et fixe un contrôle judiciaire. Mais tout ça pour vous dire quoi en réalité? Pour vous dire qu'on doit se battre, nous avocats d'enfants, pour pouvoir exercer nos droits, mais surtout pour que l'esprit d'un texte soit respecté. Et quel est l'esprit du texte finalement? C'est que dans le cadre d'un accompagnement éducatif, la présence de l'avocat, elle est essentielle. Et ces droits doivent être préservés. Et nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'orientation lors d'un déferment, on n'arrive pas à la faire modifier, en réalité. Les nullités qu'on peut soulever dans un dossier, on va nous dire, on verra ça au fond. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut envoyer en détention un mineur, alors même qu'il y a des nullités flagrantes dans un dossier, sans que ça n'inquiète personne. Pour nous, c'est vraiment un recul des droits de la défense. On va se battre pour que ce recul ne soit pas si béant, et du reste, on a des très bonnes décisions, même si on regrette la décision rendue par la Cour de cassation, mais on a cette décision rendue notamment sur le JLD, ce qui prouve bien que le JLD n'est pas, comme le juge des enfants, un gardien des intérêts du mineur et en tout cas des droits procéduraux pour les enfants poursuivis. Voilà. Merci. Je pense que Madame Marion Wisnac souhaite intervenir. Oui, je voulais bien prendre la parole effectivement sur un certain nombre de points. Alors moi, j'étais juge des enfants et j'ai été coordinatrice de formation à l'ENM et à un moment où on commençait à travailler sur la formation au CJPM. Et puis je suis maintenant à la PJJ, donc je travaille en direction interrégionale, direction sud-ouest, et je suis directrice des missions éducatives. J'en dis juste 2 mots parce que moi, en tant que juge, je ne savais pas ce que c'était qu'une directrice des missions éducatives. Donc c'est vraiment l'échelon régional qui a pour objectif notamment d'accompagner justement les réformes, d'aider les professionnels de terrain de la PJJ à mettre en œuvre une réforme, à travailler sur leurs pratiques, etc. Et donc c'est aussi aujourd'hui de cette place-là que je parle. Et alors j'ai pas de mandat des professionnels PJJ de mon territoire, mais ce que je voulais apporter par rapport à ce que mes collègues ont pu apporter sur le bilan de la réforme, c'est un petit peu le sentiment aujourd'hui, la façon dont les éducateurs PJJ et les directeurs de services PJJ peuvent vivre la réforme. Ça n'est pas représentatif, c'est une direction interrégionale, mais qui a des villes assez grandes comme Bordeaux avec des problématiques avec pas mal de déferments, et aussi de toutes petites juridictions où le pénal est très anecdotique. Donc en tout cas, c'est assez varié. Et alors moi, je ne suis pas sur le terrain en tant que directrice des missions éducatives, donc moi, je n'ai pas pratiqué la réforme ni en tant que juge, et je ne suis pas aux audiences, mais je voulais vous en dire ce qu'aujourd'hui les collègues de la PJJ nous en disent, peut-être en 2 temps, parce que j'ai trouvé, moi, de ma place de juge, de découvrir un petit peu l'état d'esprit de la PJJ au moment de la préparation de la réforme, c'est-à-dire pendant tout ce temps qui était aussi le temps du Covid, où on a eu un décalage, donc on a eu du temps, entre guillemets, pour se préparer, puisque ça a été reporté au septembre, un petit peu vous dire l'état d'esprit et les interrogations effectivement des éducateurs de la PJJ, et puis quelques éléments sur des sujets qui ont déjà été abordés, sur depuis la mise en œuvre, ce qu'on peut en dire. Je trouve ça important, parce que tout à l'heure quelqu'un a dit, et les mineurs dans tout ça, alors on ne peut pas prétendre parler à la place des mineurs, mais les éducateurs PJJ, c'est comme ceux qui sont au quotidien avec les mineurs dans la procédure. Et je pense que savoir un petit peu où en sont les éducateurs PJJ de cette réforme, c'est aussi important par rapport à ce que ça peut vouloir dire pour les mineurs. Alors moi, un premier point que j'ai découvert quand j'ai pris mes fonctions à la PJJ et dans cette démarche d'accompagnement, c'est de se rendre compte que quand on a dû commencer à appréhender la formation et l'accompagnement à la démarche CJPM pour les professionnels de la PJJ, alors ça a été très compliqué d'une part parce que le texte, même si on en connaissait les grandes lignes, a été stabilisé tardivement. Et pour mettre en œuvre les démarches de formation des écoles de formation, il a fallu attendre, et c'est naturel. Mais du coup, effectivement, on n'avait pas de démarche de formation. Donc les démarches de formation, concrètement, elles ont pu commencer en mai-juin 2021, avec des formations, une session par mois, où on peut avoir 20-25 professionnels de la PJJ qui sont formés par mois. Il faut en avoir conscience, et c'est pas du tout une critique des pôles territoriaux de formation, mais ça veut dire très concrètement que nous, pour que tous nos professionnels de l'interrégion PJJ soient formés au CJPM, ça se terminera en 2024. Donc forcément, il y a un temps d'adaptation à cette réforme. Bien entendu que depuis 2 ans, d'autres choses, on n'attend pas d'avoir la formation au PTF pour se former au CJPM, et les professionnels, évidemment, en parlent, se forment avec leur directeur de service, il y a des démarches d'accompagnement sur tous les territoires, mais je pense que c'est quand même un point important à avoir en tête, et que ça intervient aussi dans un contexte où on venait à peine de commencer à travailler la LPJ. Et alors moi, la LPJ, de mon point de vue de magistrat, je me suis dit, mais ça ne change pas grand-chose pour la PJJ.
Et en fait, je me suis rendu compte que si, parce qu'avec la LPJ, ça veut dire réforme des stages, ça veut dire de plus en plus de tiges, ça veut dire une place très importante de la PJJ, idéalement pour les aménagements de peine, pour les propositions de DSE, etc. Et c'est vraiment ça que les professionnels de PJJ avaient en tête, c'est-à-dire, il y a une nouvelle réforme, on doit déjà se former à ça, pour savoir, voilà, pour être là où on nous attend. Et donc il y a eu le Covid, donc nous les formations LPJ avaient commencé puis se sont interrompues, et puis il a fallu après en même temps déployer les formations CJPM. Et vraiment, au-delà des oppositions éventuellement idéologiques, des inquiétudes sur la temporalité de la procédure qui se sont exprimées, il y a eu des échanges là-dessus. Après voilà, nous on n'était pas en charge de débattre tellement de ça, mais effectivement de faire appliquer le mieux possible la réforme. Mais vraiment, au-delà de ça, ce qui a posé problème, c'est de dire on va devoir se former à beaucoup de choses différentes. Et pour les éducateurs de la PJJ, se former à des choses qui sont avant tout procédurales et qui nous centrent sur la partie peine. C'est-à-dire qu'LPJ et CJPM, ce sont et des lois de procédure et des lois qui concernent les peines avant tout. Et ça veut dire que pour un éducateur PJ, alors en tout cas, j'allais dire en province, mais même à Bordeaux, les 3/4 des mesures prononcées sont des mesures éducatives, et c'est normal, c'est le sens des textes. Et donc leur cœur de métier, c'est pas forcément de parler de DSE, d'aménagement de peine, ou même de tige ou de peine de stage. Ça fait partie de leur métier, bien évidemment, mais le cœur de métier, c'est l'évaluation, l'accompagnement éducatif, etc. Donc le sentiment qu'ils ont eu surtout, c'était pas d'être pour ou contre la réforme, mais c'est que tout leur temps de formation et d'adaptation devait être concentré sur les peines et la procédure, ce qui n'est pas tout à fait leur cœur de métier. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai découvert en prenant ces fonctions à la PJJ. Voilà, c'était cette inquiétude d'avoir besoin de se former, ce qui est évidemment naturel, mais de concentrer toute l'énergie de formation dans un contexte en plus qu'on connaît tous, de Covid et de vidéo, etc., sur quelque chose qui n'était pas forcément leur cœur de métier. Donc avant tout, il y a eu vraiment une crainte de devenir des SPIP, de devenir des... Et moi, je peux le dire, ils posaient des questions dans les groupes de travail. On a fait, il y a des foires aux questions, il y a des groupes de travail, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en œuvre sur les territoires pour former les équipes. Les questions devenaient extrêmement pointues sur les aménagements de peine, les tiges, les peines, la procédure. Et à un moment, je leur disais, écoutez, même à l'ENM, je sortais de la formation des auditeurs, à un moment, les magistrats ne sont pas aussi pointus que ça, ne vous poseront pas toutes ces questions-là. Ce sont des questions très juridiques qui, si elles se posent, seront... creusé par les avocats, en effet, les magistrats, mais à un moment, relâcher un peu la pression sur les questions purement juridiques. Je le dis juste parce que moi, ça m'a vraiment frappé, et je trouve que ça rendait compte beaucoup de l'état d'esprit qu'il y avait à la PJJ sur les professionnels, de cette crainte d'être attendu sur une technicité pénale et juridique qui n'est pas la leur. Donc voilà, ça c'était le premier point dont je voulais parler. Je ne sais pas si vous vouliez, vous vouliez réagir. Non, voilà. Je disais que non pas forcément les avocats. Oui, voilà, peut-être. Donc voilà, ça c'était un premier point. Après voilà, les gens se sont mis effectivement au travail, et c'est ce que je voudrais dire, c'est qu'on a essayé aussi de travailler l'accompagnement dans le sens parce qu'effectivement cette procédure, elle permet aussi des choses sur le plan éducatif. Il y a des modules, il y a une nouvelle temporalité, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes. Et donc voilà, on a essayé de centrer l'accompagnement sur l'idée il faut bien maîtriser cette nouvelle procédure, non pas pour devenir des spécialistes du droit, mais pour savoir effectivement où on est attendu et comment intervenir à la place de la PJ dans cette procédure. Et moi, je peux témoigner du fait que passer ce temps un peu vraiment d'interrogation, les gens ont eu envie de s'y mettre. C'est-à-dire qu'ils ont eu envie aussi de prendre une place et de voir quelle place pourrait être la leur dans la procédure. Sur ce qu'on peut dire aujourd'hui du témoignage en tout cas des éducateurs et des directeurs de services sur la mise en œuvre de la réforme, c'est que c'est compliqué, voilà, on va pas se mentir, avec des situations très diverses évidemment d'une juridiction à l'autre et par rapport à la taille des juridictions et à l'activité pénale, mais globalement partout, même dans les petites juridictions, pour les éducateurs, un sentiment effectivement d'une très forte augmentation de la charge de travail entre guillemets non éducative. Donc c'est la rédaction des rapports, c'est le nombre d'audiences, le temps d'attente aux audiences, l'accompagnement des mineurs après sur les lieux de placement, le sentiment, alors qu'on essaye d'objectiver, on va essayer de voir par les chiffres, est-ce que ce sentiment, comment on peut objectiver ou pas ce sentiment, mais c'est effectivement encore plus qu'avant, et bien d'avoir moins de temps pour être dans la relation éducative et le travail éducatif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de manière importante et assez unanime, avec effectivement un sentiment de perte de sens, de fatigue, d'interrogation, qui était assez préoccupante. Et au niveau de l'encadrement PJJ, tout le monde est tout à fait interpellé et questionné par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui questionnent leur avenir à la PJJ, est-ce qu'on va rester, il y a vraiment quelque chose qui s'exprime très fortement là-dessus, avec des enjeux RH extrêmement importants à la PJJ, mais comme dans tous les métiers du social, c'est-à-dire qu'on n'a
pas beaucoup de candidats, beaucoup de gens qui partent, beaucoup de gens qui ne sont pas formés, du coup, notamment dans nos établissements du secteur associatif habilités. Donc, je veux dire, la motivation et l'envie et le fait de trouver un sens au travail, c'est pas juste l'expression à la mode, effectivement, perte de sens, c'est que vraiment, si on veut que les éducateurs PJJ continuent d'exercer leur mission, il faut qu'ils puissent remettre ces questions-là au centre de leur travail. Alors, donc voilà, on a vraiment cette interrogation sur la charge de travail, mais c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont en cours aussi à la PJJ là-dessus. Sur ce que je peux dire de ce qui a été renvoyé, on a beaucoup parlé des pratiques, des différences de pratiques. Clairement, ce qui ressort, c'est qu'il y a vraiment besoin d'un temps, et on sait qu'on a peut-être manqué de temps, où il faut absolument, à mon avis, que magistrats et services de la PJJ puissent se parler, prendre un temps de pause sur comment on pratique les uns et les autres ce code, pour expliquer les pratiques, comprendre ce qu'on attend des autres. Parce que moi, ce qui a été vraiment dit par certains, c'est de dire on est assez désarçonnés, les pratiques en effet des magistrats sont différentes, on ne sait pas exactement ce qu'attendent de nous les magistrats dans certaines situations, et c'est beaucoup ça qui a interpellé et qui me fait vraiment dire qu'il y a un besoin vraiment impérieux d'échange et de se caler sur les pratiques. On a parlé des délais de rédaction à des RRSE, enfin voilà, il faut un peu imaginer la pression que c'est pour un éducateur de dire que effectivement tout le déferment, aussi lourd qu'il est bloqué s'il n'a pas rendu son rapport éducatif, etc. La question du rapport rendu pour les audiences uniques, est-ce qu'elle doit être, est-ce qu'on peut lui demander du coup dans la demi-journée de rendre un rapport qui n'était pas du tout écrit, enfin tout ça ce sont des questions qui sont assez importantes. Après sur la question de la temporalité des attentes des magistrats en audience, c'est vrai que là aussi il y a beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on doit être présent ou pas aux audiences de culpabilité? Les textes laissent une marge d'appréciation. Il y a des juridictions qui exigent la présence des éducateurs PJJ systématiquement, d'autres non. En tout cas, c'est des points là aussi, les pratiques doivent s'affirmer et il faut se les parler parce qu'effectivement, des éducateurs pensaient qu'ils ne devaient pas y aller, puis on les attendait, se font engueuler entre guillemets parce qu'ils n'y sont pas. Donc voilà, il y a des choses vraiment, à mon sens, à caler là-dessus. Un autre point qui est sorti de manière très importante, ça a été déjà dit, je crois, tout à l'heure, c'est la question du travail éducatif qu'on fait entre le déferment et l'audience de culpabilité. Alors, travail éducatif, que ce soit un travail d'évaluation, ou un gros point d'interrogation qui a été soulevé, c'est quand il y a des MJ qui sont ordonnés en déferment pour évaluer la situation du mineur. On a une audience de culpabilité entre 10 jours et 3 mois après, et quand c'est effectivement 2 mois et demi, il arrive en fait fréquemment ou en tout cas il arrive que les magistrats demandent un point de situation, ça ce qui est tout à fait normal, mais quasiment une évaluation comme si la MJ était terminée. Et d'ailleurs il arrive aussi qu'à l'issue de cette audience de culpabilité, la MJ soit arrêtée et qu'on passe directement à autre chose. Et du coup, ça, par exemple, ce type de situation questionne réellement les éducateurs sur ce qu'on attend, ce que les magistrats attendent d'eux. Qu'est-ce qu'une MJ si on pense qu'on peut la faire en 1 mois et demi au lieu de 6 mois? Qu'est-ce qu'une MJ si une fois qu'elle est commencée, on l'interrompt, on n'en a plus besoin et on a déjà pris en fait une mesure éducative alors que c'est la MJ qui était censée faire une proposition éducative? Voilà, cette nouvelle temporalité, alors elle a un avantage de la lisibilité, de la clarté, ça c'est des points tout à fait positifs qui ont été relevés, mais par rapport à l'exercice du travail éducatif et au temps, il y a vraiment de gros points d'interrogation. Et c'est pas pour dire, je ne suis pas l'avocat des éducateurs PJJ aujourd'hui, mais c'est, moi je pense en tout cas intéressant de vous rendre compte des interrogations qui sont les leurs, parce que ils peuvent aussi être questionnés en audience. Et alors, selon les endroits, il y a des endroits où les relations se passent très bien entre PJJ et magistrats, où il y a eu des temps d'échange et c'est pas des difficultés, on se cale. Il y a des situations où, pour plein de raisons, il y avait déjà des situations de tension et où ça a pu clairement accroître des situations assez compliquées déjà. Donc il y a vraiment ces points-là, des attentes en vue de l'audience. Ça a été déjà largement évoqué, mais je voulais quand même le dire aussi, cette question des audiences qui sont transformées en audiences uniques, des audiences de culpabilité, effectivement. Les 2 points qui ont été évoqués, je tiens à les redire. Pour les éducateurs, il y a vraiment une grosse difficulté de crédibilité. D'une part parce qu'ils ne peuvent pas, en tout cas ils ne s'autorisent pas à prendre la parole dans ce débat contradictoire qu'il doit y avoir sur la décision de transformer en audience unique. Pour l'instant, ce qui m'a été rapporté, c'est que en effet, il n'y avait pas vraiment un débat là-dessus, c'était décidé, et puis voilà, donc c'est compliqué du coup, parce que nous on leur dit de la même manière que pour les avocats, ils ont une place pour dire si oui ou non
ils trouvent ça pertinent qu'il y ait une audience unique. Ça peut être tout à fait pertinent. En tout cas, ils ont quelque chose à en dire. Normalement, s'ils sont à l'audience, c'est qu'ils ont quelque chose à en dire. Donc ce temps de débat, vraiment, le fait qu'il n'y ait pas de débat, c'est extrêmement compliqué. Et puis effectivement, le temps de l'accompagnement éducatif, l'audience a été un peu préparée. Il y a eu des éléments, des explications données aux jeunes. Il y a un gros problème de crédibilité si l'éducateur avait évoqué ce qu'était une audience de culpabilité sans du tout évoquer la sanction et qu'effectivement on se retrouve dans une audience de sanction. Donc c'est pas le problème de passer pour quelqu'un qui n'a rien compris à l'audience, c'est le problème de après. C'est-à-dire que s'il y a un problème de crédibilité et de confiance, que le mineur n'a pas confiance parce qu'en gros l'éducateur lui a pas expliqué vraiment ce qui allait se passer, c'est tout le travail éducatif et toute la crédibilité de l'institution PJJ derrière qui peut être mis à mal. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser cette possibilité, elle est légale, elle est pertinente, il n'y a pas de souci, mais que c'est vraiment des choses, à mon sens, qui doivent être parlées pour qu'effectivement les éducateurs puissent aussi envisager les différentes options, s'y préparer et se positionner. Donc c'est vraiment, sur tous les sujets, voilà, ça me semble être la nécessité, vraiment, avec ces nouvelles pratiques qu'on découvre tous, de prendre des temps un peu de recul pour en parler et se dire ce qu'on attend. Un dernier peut-être point, parce que voilà, je sais pas à quelle heure on doit s'arrêter, j'ai aussi une collègue qui n'a pas encore parlé, dont je voulais parler, c'est dire un petit peu sur la question des modules, ça a été évoqué tout à l'heure. Ce que sont les modules, ce qu'on met dans les modules, est-ce qu'effectivement il faut absolument mettre module santé pour traiter la santé, enfin, c'est vrai que sur toutes ces questions-là, il y a eu aussi du côté de la PJJ des interrogations, là aussi des précisions à apporter, des positionnements à avoir, qu'on va essayer de continuer à préciser. Mais là aussi, il y a vraiment besoin, parce que les modules, ils ne vont pas se mettre en place uniformément sur le territoire. Le code a changé, les dominations ont changé. On a toujours travaillé l'insertion, on a toujours travaillé la santé et on continuera à le faire. Et donc, il n'y a pas uniformément sur le territoire une déclinaison de ce que sont les modules. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les modules, le contenu des modules, ils sont en train de se construire petit à petit selon les différents territoires et en prenant appui sur les solutions d'insertion. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des directions interrégionales et des directions territoriales, c'est un levier quand même, le fait qu'il y ait ces modules, parce que ça nous permet de reprendre attache avec nos partenaires du secteur associatif, mais aussi avec les régions, avec les DRAGES, avec l'ARS, pour dire, voilà, il y a un module insertion, il y a un module santé, on doit pouvoir mettre en œuvre des contenus spécifiques, des interventions renforcées quand il y a des modules santé. Donc pour nous, c'est quand même un argument, j'allais dire, pour reprendre la tâche avec un certain nombre de partenaires et essayer de créer des articulations et des coopérations qui fonctionnent. Elles ne sont pas entrées en vigueur magiquement le 30 septembre 2021. Imaginez-vous que l'ARS, quand on est toqué à la porte de l'ARS pour dire on est la PJJ, on a besoin que vous travailliez avec nous le module santé, ils avaient un petit peu autre chose à faire en octobre 2021. Donc tout ça, voilà, là je parle pour mon interrégion, mais c'est tout à fait pareil à mon sens dans les différentes interrégions du territoire national. Il y a vraiment c'est aussi une opportunité de remettre en place des choses et peut-être de créer en effet des nouvelles facilités de prise en charge, mais ça prend du temps. C'est vraiment le temps aussi là du partenariat, du montage de projets. Donc il faut, à mon sens, que les magistrats entendent aussi que ça prend du temps. Et là aussi, selon les juridictions, selon les réalités, oui, il y a des endroits où effectivement le module santé ne permettra pas réellement quelque chose de différent d'avant pour l'instant. Donc c'est là aussi où il y a vraiment un intérêt à s'entendre sur ce qu'on peut mettre derrière tel ou tel module. Les magistrats, vous l'avez dit, ont des pratiques très différentes. Parfois le mettre systématiquement, peut-être pensant que si on ne met pas le module, la santé ne sera pas travaillée. Parfois attendre vraiment les propositions de la PJJ ciblées pour les mettre en œuvre. Voilà, évidemment, tout est possible, les deux positionnements sont tout à fait possibles. Mais encore une fois, il faut pouvoir se parler de ce qu'on peut mettre derrière et peut-être ne pas tirer à boulet rouge sur la PJJ si tout n'est pas encore opérationnel. Ça, c'est pas, voilà, on n'a pas créé des places en CMP, on n'a pas créé des places à l'hôpital, on n'a pas créé des ITEP. Donc on fait aussi avec les moyens existants. Voilà, je le dis, ça, tout le monde le sait, mais à l'audience, quand on demande à un éducateur, bon bah alors concrètement, qu'est-ce que vous faites, voilà, il n'est pas comptable non plus de cette qualité-là. Mais en tout cas, parce qu'il y a quand même des points positifs, c'est effectivement un levier pour aller vers nos partenaires. Il y a par ailleurs des financements et à l'ARS et dans les différents champs de l'insertion qui existent, qui sont réels et qui nous permettent quand même de développer des propositions. Donc c'est voilà, quelque chose qu'on met en œuvre mais qui prend effectivement un petit peu de temps et qui ne se concrétise pas tout de suite. Et avec l'éducation nationale, si je peux me permettre aussi ou pas? Alors tout à fait. Bon, depuis 1 an, nous attendons notre deuxième rendez-vous avec l'éducation nationale. Mais oui, dans l'idée, bien sûr, on travaille ça. Mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte, on parle du Covid. Très concrètement, pour mettre en place des conventions pour le placement en internat scolaire, comment on fait? Le placement en établissement de santé, comment on fait? Ça manque. Ça ne crée pas des places, mais ça crée des articulations. Enfin voilà, il y a vraiment l'opportunité d'en reparler. Et quand même au niveau de la santé, il y a des moyens qui sont mis. Enfin on a eu des enveloppes qui peuvent être intéressantes. Mais l'éducation nationale et effectivement l'ARS, ils ont eu le Covid à gérer et toutes leurs contraintes avec les millions de personnes que ça concernait. Là aussi, ils sont tout à fait d'accord pour travailler avec nous.
on n'est pas la priorité absolue, donc on rame un peu pour prendre des rendez-vous, pour avancer, mais ça se fait. Mais ça se fait dans un temps qui n'est pas du tout le même que l'entrée en vigueur du jour au lendemain de la procédure. Voilà, j'ai d'autres choses à dire, mais le placement, ça a été dit, donc j'arrête. Je pense qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée. J'entends que dans la salle, il y a des réactions. Alice, peut-être un petit point assez rapide, et puis après, tu pourras peut-être continuer au hasard des questions. Et ensuite, ça nous permettra donc de donner la parole aux participants. Oui, alors... Pour trancher avec tout ce qui vient d'être dit un petit peu, à Saint-Étienne, le CJPM, c'est plutôt bien vécu, globalement. Voilà, c'est plutôt bien vécu par tout le monde. Alors c'est vrai que la situation, elle est très différente. Je pense que Angers se rapproche quand même de Saint-Étienne, même si effectivement vous avez aussi des critiques en termes de taille de juridiction, en termes de délinquance. C'est-à-dire que déjà, on a un problème qu'on n'a pas par rapport à des juridictions du groupe 1, qui est qu'on a très peu de MNA au pénal. Donc déjà, cette question d'ordre public et notamment par rapport au public des MNA, effectivement, quand on n'a pas à le gérer sur la mise en œuvre du CJPM, ça change beaucoup de choses. Par ailleurs, c'est vrai que, et certainement un des leviers importants pour que la réforme se mette en œuvre dans de bonnes conditions pour tout le monde, c'est la concertation, la communication entre les différents acteurs. À Saint-Étienne, je suis arrivée sur un territoire où c'était facile. Je le dis, c'était déjà facile parce que, évidemment, compte tenu du fait que tout le monde sait ce que j'ai fait avant d'arriver à Saint-Étienne, c'est aussi... D'ailleurs, je ne voulais pas, moi, intervenir sur cette table ronde pour dire que ça marchait bien parce que mes fonctions passées à la DPJJ font que c'est compliqué que ce soit moi qui vienne dire que ça marche bien. Voilà, je le dis parce que autant se le dire très clairement, mais je suis aussi arrivée dans une juridiction où, je dirais, entre les différents acteurs, et notamment le parquet, le siège, les avocats, la PJJ, la direction de greffe, parce que c'est un point pour moi très important finalement sur l'organisation interne de la juridiction, les choses fonctionnaient déjà très bien dans le cadre de COPIL qui se mettaient en place. Un autre point aussi qui fait qu'à Saint-Étienne, ça s'est mis en œuvre facilement, d'abord c'est que l'ordonnance de 45 dysfonctionnait gravement. Contrairement à Paris. C'est-à-dire que le choix qui avait été fait à Saint-Étienne, c'était, depuis les décisions du Conseil constitutionnel, de vraiment ne jamais juger les mineurs dans lesquels on avait fait des actes d'instruction. Donc c'était un bordel important sur la prise en charge des mineurs, notamment les multiréitérants, parce qu'ils arrivaient à un déferment avec l'un, un déferment avec l'autre, personne ne pouvait regrouper les dossiers, donc il y avait un problème de regroupement des dossiers, un problème de délai de jugement. Les procédures étaient extrêmement jugées dans le désordre. Et effectivement, toutes les juridictions n'étaient pas dans la même situation en fonction des choix qui avaient été faits, et notamment de ce choix du binôme qui avait été fait, où il y avait quand même une France fracturée, des juridictions un petit peu fracturées en deux, avec les juridictions qui avaient fait le choix finalement de privilégier le juge habituel du mineur et les autres. Donc Saint-Étienne était dans la position des juridictions qui avaient du coup pas mal de dysfonctionnements, ce qui fait que aussi les acteurs, et notamment les juges des enfants, ont vu un véritable intérêt de pouvoir retrouver la gestion de l'ensemble de leurs mineurs. Et un parquet qui était très en soutien de ça. Et ça, c'est vraiment très important, parce qu'à partir du moment où le parquet est dans cette démarche, où tout le monde était d'accord sur les grands principes qui étaient on va privilégier à fond le juge habituel du mineur, la sectorisation, le regroupement des procédures, pas très peu d'audiences uniques. Nous, les audiences uniques, il y en a des fermes aux fins d'audience unique, il y en a un par mois à peu près, sur la juridiction de Saint-Étienne. C'est aussi parce que, enfin voilà, je pense qu'à Angers, on est un peu dans... C'est pas du tout utilisé de manière abusive par le parquet, et ils sont tous justifiés, et on a pour autant, d'ailleurs, alors même, donc comme quoi vraiment d'une juridiction à l'autre c'est différent, alors même que dans certains cas, nous aurions, nous, saisi le JLD, des JLD qui n'ont pas mis en détention provisoire. Donc on voit bien que les façons de faire sont très différentes à un endroit ou à un autre. On était aussi complètement raccord avec le parquet sur les critères de renvoi devant le TPE ou devant la Chambre du Conseil. Sur le plan général, c'est-à-dire que les orientations de politique pénale données par le parquet nous conviennent parfaitement. C'est vrai que ça fait toute une différence aussi dans la manière dont les choses se passent. Après, individuellement, sur tel ou tel dossier, on peut être d'accord, pas d'accord, ou on n'aurait pas fait comme ça, mais peu importe, ça fait partie du jeu normal des choses, mais en tout cas, on était raccord sur les grands principes. Donc c'est vrai que ce sont des choses qui aident. Et par ailleurs, et ça, en termes d'organisation, c'est un point très important, on avait un volume d'audience important.
un volume d'audience presque un petit peu surdimensionné par rapport à notre délinquance. C'était comme ça, là encore, c'était pas... je suis arrivée à Saint-Étienne dans une situation qui était celle-là, c'est-à-dire qu'il y avait quand même 4 audiences de chambre du conseil par cabinet et par mois, et une journée entière de TPE. Ce qui correspond quand même globalement au volume d'audience des juridictions, plutôt du groupe 1. Et donc, mais des audiences pas chargées. C'est-à-dire qu'à Saint-Étienne, les audiences de chambre du conseil, elles dépassent rarement les 3h, 3h30, et les audiences de TPE, la matinée est autour de 3h30, 4h, et l'après-midi, 5h, enfin, des audiences qui ne dépassent pas un certain temps. Et effectivement, c'est une autre gestion, et pour autant, ce sont des cabinets très chargés, puisqu'on est 5 juges des enfants et on doit passer à 6 juges des enfants bientôt. Il y a des cabinets d'assistance éducative à 500 dossiers d'assistance éducative par cabinet. Et ce choix qui a été fait, je ne sais pas par qui, je ne sais pas pourquoi, avant mon arrivée, évidemment, c'était une facilité énorme pour la mise en place du CJPM, et notamment le regroupement des procédures, garder des créneaux pour pouvoir regrouper, et ne pas être asphyxié, et avoir cette souplesse qui fait que le CJPM peut bien marcher. Parce qu'effectivement, si on n'a pas cette souplesse, si on perd... la situation que tu décris, Sandrine... Pour nous, on a l'impression d'être sur une autre planète, en fait. C'est-à-dire que... ce qui pêchait au départ dans la mise en œuvre, c'est qu'on n'avait pas encore mis en place pilote. Là, on a fait un travail, mais alors vraiment hyper intéressant, je dis même hyper intéressant, et avec le parquet, avec la directrice de greffe, pour former tous les parquetiers, pour former tout le monde, pour paramétrer pilote. Et c'était vraiment alors ça prend du temps, c'est très chronophage, mais vraiment ça nous a beaucoup rapprochés avec le parquet, notamment sur toutes les questions de mineurs, de parcours, et ça a créé une dynamique en fait. Ça a créé une dynamique autour de tout ça, et effectivement on attendait beaucoup pilotes qu'on vient juste de mettre en œuvre pour faciliter ce regroupement des procédures. Mais c'est vrai que, parce qu'il y a des pilotes, et nous on a créé un mode opératoire à utiliser par tout le monde pour audiencer une affaire d'un pilote, et la première étape c'est je tape le nom du mineur et je vois s'il y a déjà une audience de fixée. La directrice de greffe a fait un mode opératoire comme ça. Tout le monde a appris, tous les parquetiers, tous, ceux qui se tournent à la perme, même juste le week-end, qui ne sont pas du tout spécialisés mineurs, tout le monde est venu à une réunion de formation pilote, et on a repris les grands principes et on a expliqué un peu le mode opératoire. Tous les assistants de justice du parquet, on a fait ce travail-là, qui est très chronophage, mais qui a aussi permis, qui, je l'espère, parce qu'on débute avec pilote, va permettre de pouvoir faire les choses correctement. Et on attendait vraiment la mise en place de cet outil, parce que c'est vrai que sans outil clair et facile, où on a juste 2 clics à faire pour savoir si le mineur a une audience, évidemment, pour un parquetier qui est débordé, c'est hyper compliqué. Donc voilà, nous, on a mis en place ça, et on s'est quand même aperçu que dans plusieurs juridictions qui utilisaient pilote, déjà pilote, tout le monde était persuadé qu'il n'était pas possible de retrouver par le nom du mineur les dates d'audience qu'ils avaient. Donc il y a aussi cette question je le redis aussi à la PJJ, la connaissance vraiment fine de ce qu'on peut faire avec tel ou tel outil et comment on peut les utiliser, parce que la directrice de greffe s'est renseignée auprès de plusieurs juridictions qui lui ont toutes dit « Ah mais non, mais le problème avec pilote, c'est comme le reste, on n'arrive pas à savoir quelles sont facilement, on ne peut pas retrouver les autres audiences d'un mineur, alors que si, effectivement, avec 2 clics, on peut le faire. » Et c'est effectivement ce process qu'on a essayé de travailler pour simplifier les choses et pour vraiment arriver à avoir cette logique-là. Donc voilà, nous, la concertation aussi avec la PJJ, c'est vrai qu'on a beaucoup fait. Alors là encore, comme je connaissais extrêmement bien la réforme en arrivant, j'ai été beaucoup sollicitée par les différents acteurs pour faire de la formation. J'ai rencontré les cadres de la PJJ. Ça a vraiment facilité les choses. Et donc c'est vrai que toutes les discussions de fond, qui sont des vraies discussions, mais qui, à mon avis, vont se poser sur des années, c'est-à-dire quand et comment on fait de l'audience unique. Déjà, nous-mêmes, il faut qu'on accorde nos pratiques avec nous-mêmes et au sein d'une juridiction. C'est une révolution quand même, on change tout. Tout ça, on a quand même déjà pu en parler, on a déjà pu mettre des mots dessus un petit peu sur nos objectifs et les manières, le sens dans lequel on faisait les choses. Et pour l'instant, ça ne fait pas vraiment... on a été questionné par la PJJ, on y a répondu quand on a rencontré l'UEMO, on leur a expliqué un peu nos critères, et on ne sent pas ni les avocats ni la PJJ en réelle difficulté avec ça. On n'a pas toutes les mêmes pratiques non plus.
mais parce qu'on n'avait pas toutes les mêmes pratiques non plus avec l'ordonnance de 45, je tiens quand même à le dire. Moi, j'ai pas changé ma pratique. C'est-à-dire qu'avant, avec l'ordonnance de 45, j'étais dans des juridictions où on ne pratiquait pas la COPJ jugement, parce qu'il y a quand même des juridictions où il y avait une grosse pratique de la COPJ jugement. Elle n'était pas pratiquée, mais quand je n'envisageais pas de mettre une mesure éducative provisoire dans le cadre de l'ordonnance de 45, et que j'estimais qu'une seule, finalement, on pouvait juger le mineur assez immédiatement, je le faisais s'il n'y avait pas de victime, ou alors je renvoyais à 15 jours ou un mois pour le jugement en chambre du conseil. Donc je n'ai pas changé ma pratique, ce sont les mêmes mineurs que je vais finalement sanctionner en audience unique, ceux pour lesquels, avec l'ordonnance de 45, je ne renvoyais pas, pour lesquels je ne mettais pas de mesure provisoire, que je ne renvoyais pas. Les autres mineurs pour lesquels j'avais cette pratique de l'audience unique, c'était effectivement les grands mineurs en très fin de parcours. Et là, je pense qu'il faut quand même qu'on ait aussi en tête tous l'effet période transitoire. C'est-à-dire qu'on arrive dans toutes les juridictions avec des mineurs qui sont en fin de parcours ordonnance de 45 et pour lesquels peut-être se pose plus la question de l'audience unique et aussi parce qu'ils sont dans une juridiction comme la nôtre, ça fait parfois 2 ans et demi, 3 ans qu'ils sont sous contrôle judiciaire, de leur redire on repart sur une mise à l'épreuve de 6 à 9 mois alors qu'ils ont 18 ans et 2 mois. N'a de sens pour personne, y compris les avocats ne le réclament pas. Et ce volume-là, moi je me suis aperçue que j'ai prononcé plusieurs sanctions en audience unique dans des situations comme celle-là, mais vraiment liées à ces fins de parcours ordonnance de 45 qui étaient très longs, qui étaient trop longs, et pour lesquels ça n'avait plus du tout de sens. Et pour moi, c'est un effet qui va s'estomper, pour ces mineurs-là, qui va s'estomper avec la fin de cette période transitoire. Nous, on y arrive à la fin de la période transitoire. Je ne dis pas que tout est idéal non plus, c'est pas vrai. Tous les problèmes d'organisation sont importants. Les cafouillages COPJ, etc., tout ça, ça a été important. Le parquet s'est quand même vraiment beaucoup mobilisé auprès des OPJ pour que ça bouge. Et on voit que c'est quand même... au fil du temps, les choses s'améliorent. Elles ne sont pas toutes réglées. Les procédures, nous, on arrive... Il y a encore 3 mois, on avait aussi le même problème. On avait souvent 1 ou 2 procédures qui n'étaient pas arrivées au moment des audiences. C'est quasiment plus le cas. Voilà, ça se régule au fil du temps, petit à petit. Les COPJ, on a fait beaucoup de renvois au début, parce que les procédures n'étaient pas bien mises en état, qu'il manquait des victimes, qu'il manquait des civilement responsables. Ça se régule aussi, on fait quasiment plus de renvois, on en fait encore, mais quasiment plus. Ce qui reste encore, c'est souvent des choses qu'on peut quand même corriger à l'audience, notamment, on a eu un problème, il y a des problèmes de trame aussi, on sent encore des problèmes de trame pour les OPJ et la gendarmerie, par exemple. Ils n'ont pas de trame convocation à victime devant le TPE, ils n'ont qu'une trame convocation à victime qui est devant le tribunal correctionnel. Donc on a régulièrement une convocation à victime devant le tribunal correctionnel. On voit qu'il y a des choses comme ça qui ne sont pas encore réglées. Et sur la trame gendarmerie, nous, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas la date à laquelle ils délivraient la COPJ. Donc on avait des COPJ non datés. Donc ça, c'est des choses qui, à mon avis, viennent des logiciels, qui ne sont pas encore bien régulés. Mais voilà, c'est des problèmes qui nous causent des difficultés dans le quotidien, mais qui, quand même, tendent à s'estomper. Et sur le bilan, alors... Voilà, tout le monde va se dire, c'est normal, Alice Grunenwald, elle était favorable au CJPM avant, depuis le début, déjà en 2010, donc voilà, elle trouve ça bien. Oui, mais pas que, c'est-à-dire mes collègues aussi. Les collègues qui n'étaient pas forcément dans cette dynamique, ils trouvent, parce que les choses se passent bien chez nous, et que vraiment, dans quelque chose voilà, qui coule quand même pas mal et où on se rend compte beaucoup quand même. On a notre copie le CJPM, parquet, PJJ, siège, directrice de greffe tous les mois. Enfin, et le barreau est associé, mais pas à chaque fois, parce que les difficultés sont pas... parce que c'est aussi beaucoup leur demander. Il y a aussi ça. Le barreau n'est pas exclu, mais on s'est rencontrés, on ne s'est pas assez rencontrés pour le coup, et là on réenclenche quelque chose avec... et qu'on est sur les problèmes très organisationnels de comment on va caler, partager les plages d'audience entre le parquet et le siège. On ne voulait pas non plus enquiquiner le barreau sur ce genre de questions, parce que c'est quand même chronophage. Mais oui, le barreau, il doit être associé, et on va le réassocier. On va réassocier les juges d'instruction aussi, parce qu'il y a aussi toute la commission d'audiencement, enfin, la question de l'audiencement des dossiers d'instruction à l'intérieur de ces dossiers. Mais c'est vrai que voilà, il y a des acteurs qu'on associe
à certains moments, mais pas à tous les moments, parce qu'ils n'ont pas forcément ce besoin, et puis d'autres qu'il faut associer qui doivent être là tous les mois. Et vraiment, nous on a eu la chance d'avoir une directrice de greffe, 2 d'ailleurs qui se sont succédées, qui ont vraiment énormément porté les choses du côté du greffe, du côté de l'organisation, et ça facilite aussi grandement, parce que sur les questions d'organisation à l'intérieur de la juridiction, c'est énorme. Donc voilà, donc il y a ce COPIL qui nous permet, en tout cas les collègues, pour l'instant, vivent aussi bien les choses. Nous, on a tous plutôt le sentiment que c'est beaucoup plus clair d'expliquer les choses à l'audience. Alors on a très peu de déferlements. Donc on a très peu de déferlements. Donc nous, on a une audience de culpabilité majoritairement. On a des déferlements pour des jeunes connus, déjà connus, dans lesquels se pose plus la question de, à un moment, voilà, par rapport à leur parcours aussi et là où ils en sont, oui, le CJ, le placement, parce qu'il y a une réitération. Donc on n'est pas forcément hyper gêné par le fait de ne pas évoquer les faits à ce moment-là, parce qu'on est plutôt sur le processus de parcours du gamin au moment de ce déferlement, et on en a très peu. Sur les audiences de culpabilité, nous et les éducateurs de la PJJ ont pu aussi nous renvoyer que finalement la clarté de dire bon, je te déclare coupable, je te donne une date, j'étais pas favorable moi au début au fait de donner une date, la fixation, je te revois à telle date, je te fixe tel objectifs, effectivement, en actionnant des modules, en actionnant des interdictions aussi dans certains cas, sans prononcer de CJ. Nous on trouve que voilà, on est aussi fixer un peu certaines limites avec des gamins qui sont dans du trafic de stupes, qui sont dans des conduites, on trouve que ça a un intérêt, et de leur expliquer les choses comme ça, moi je suis beaucoup plus à l'aise sur l'explication de la déclaration de culpabilité que je l'étais avec la mise en examen. Je te reverrai je sais pas quand et je sais pas où, parce que globalement c'est quand même ça aussi, on fixait pas non plus forcément à l'audience de mise en examen s'il allait en chambre du conseil au TPE, donc on les laissait. Nous on trouve qu'on prend rendez-vous avec le jeune, que globalement, les éducateurs de la PJJ trouvent quand même que ça a un intérêt, même s'il y a toute la question de qu'est-ce qu'on fait pendant cette période. Et tout ça, ça commence à se travailler. Sur la temporalité, je trouve qu'il est trop tôt pour qu'on en parle, parce que pour le coup, nous, on n'a pas eu nos premières audiences de sanctions. Donc, c'est-à-dire, on y arrive là. Juin, c'est nos premières audiences de sanctions. Donc, on n'a pas encore posé les premières sanctions. Et pour autant, dans les sanctions qu'on a déjà posées, y compris dans les dossiers ordonnances de 45 ou dans les dossiers où on a statué en audience unique, on a aussi prononcé beaucoup de mesures éducatives, c'est-à-dire que ce n'est pas la fin d'un parcours. Et voilà, c'est vrai que c'est une autre façon de voir les choses, mais voilà, on n'est pas, pour l'instant, je trouve que même globalement, on a vraiment besoin de temps pour savoir comment ça s'inscrit, cette sanction, dans la temporalité du suivi du mineur, avec des habitudes qui ont été prises finalement de sanctionner un mineur 1 an, 18 mois, 2 ans après les faits. Moi, je ne suis toujours pas persuadée que c'était forcément toujours une très bonne chose pour eux aussi, pour ceux qui étaient, et notamment pour les multiréitérants, qui parfois se retrouvaient quand même à être déférés, placés en détention provisoire, alors qu'ils avaient déjà eu 5, 6, 7 dossiers, jamais une seule sanction de posée. Donc sur la graduation des sanctions, on va voir aussi comment les choses se passeront. Nous, on est dans la graduation des sanctions aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, les premières sanctions qu'on va poser pour des mineurs qui n'étaient pas déjà des multiréitérants, enfin avec déjà un gros passif ordonnance de 45, je dirais les premiers mineurs qu'on prend, je dirais bruts avec le CJPM sur le début de leur parcours, ils sont quand même globalement renvoyés en chambre du conseil, on sera globalement sur des premières sanctions qui seront éducatives, donc qui pourront être judiciaires provisoires qui vont durer. Donc moi je dis juste il me semble trop tôt pour vraiment dire si cette temporalité elle va être intéressante, pas intéressante, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul sur comment l'intérêt que ça va avoir pour le mineur. Mais voilà, nous on y voit beaucoup d'intérêt. Moi j'ai aussi des mineurs. Oui, j'ai prononcé des culpabilités pour des mineurs, d'ailleurs, pour laquelle la question n'était pas du tout... Il n'y a pas de contestation sur la culpabilité qui était absent, notamment un gamin de 14 ans dans du trafic de stupes à Marseille qui est en fugue de chez ses parents depuis longtemps, et de pouvoir quand même statuer sur sa culpabilité, qui n'était pas du tout contestée d'ailleurs en soi dans le dossier, et prononcer tout de suite une mesure éducative judiciaire provisoire, ça a aussi permis, par rapport à ce qui se passait avant pour ce gamin de 14 ans, que l'éducateur soit déjà dans la situation, que quand on l'a retrouvé, qu'on l'a retrouvé à un moment, de poser des choses, de rentrer dans une relation éducative, de mettre en place un placement, dans des situations pour lesquelles j'avais quand même des gamins auparavant, pour lesquels voilà, ils étaient en fugue, donc on n'avait pas pu les voir, on ne pouvait pas les mettre en examen, il n'y avait pas de suivi éducatif, il n'y avait pas de prise en charge éducative. Et là, de pouvoir
avancer sur ce terrain-là, et d'ailleurs avec l'accord de tous, avec l'accord de la famille qui était favorable à tout ça, des parents qui étaient désespérés, un placement d'assistance éducative non fonctionnelle. Oui, voilà, juste de dire que cette temporalité, c'est aussi parfois pouvoir prendre en charge un petit peu plus tôt certains mineurs dans leur parcours, parce que certains, on les cherchait pendant 1 an, les mandats d'amener non exécutés par la police, et il se passait quand même, il y avait quand même derrière des parcours qui se dégradaient très vite. Donc je trouve quand même un certain intérêt aussi à pouvoir et d'ailleurs on peut le faire aussi en renvoyant, hein, parce que là j'avais fait le choix de statuer sur sa culpabilité, j'aurais pu aussi renvoyer à une autre audience de culpabilité et prononcer cette mesure éducative. Je trouvais ça quand même, nous on trouve ça quand même plutôt pertinent. Voilà. Bien, merci. On pourra prolonger de toute façon. Je souhaiterais qu'il y ait aussi un échange avec la salle. Alors très rapidement, s'il y a des échanges au niveau de la table ronde, merci. Juste une précision, parce que je ne voudrais pas qu'on pense qu'à Paris, on passe son temps à se tirer dans les pattes entre le parquet, nous, la PJJ, etc., et qu'on n'a pas préparé la réforme. Ça fait 1 an avant la mise en place de la réforme qu'on était déjà dans de nombreux groupes de travail, les uns avec les autres, qu'on a beaucoup discuté, beaucoup essayé de caler les choses en termes d'organisation, mais Paris, c'est une très grosse machine, c'est une configuration de délinquance des mineurs assez particulière et très visible, et donc, comme je l'ai dit, une conception de l'ordre public qui ne va varier qu'à la marge. Donc, c'est pas une question de concertation ou de communication, c'est c'est la taille de Paris et c'est la physionomie particulière de sa délinquance et cet ordre public qui est pas très malléable. Et la dernière chose que je veux dire, c'est aussi que nous, on regrette une espèce de rigidité de fonctionnement du CJPM, puisque tout est prévu déjà sur des mois, et qui fait que on se retrouve avec un véritable casse-tête dès qu'on a une audience, dès qu'il y a des assises, et Dieu sait qu'il y en a de nombreuses à Paris, des audiences terroristes qui demandent un temps de préparation et au moins 2 jours ou plus d'audience. Ça nous met dans une situation vraiment très, très difficile, et je ne parle pas des dossiers d'instruction. On en a 125 là en attente au mois d'avril 2022, mais forcément ils continuent à arriver, et on ne sait objectivement pas où trouver de la place pour les juger, puisque tous les créneaux sont remplis à l'avance pendant des mois. Donc on essaye d'obtenir un contrat d'objectif. Et juste une dernière précision, nous, notre taux d'audience unique, alors ça varie selon les mois, mais c'est entre 46 et 86%. Voilà, c'est vraiment. Juste une précision aussi sur les changements d'orientation. Nous, on a été confrontés lors de nos permanences déferment à un changement d'orientation pris par le parquet sans en informer ni les éducateurs ni l'avocat de permanence, de sorte que sur le tableau, il était prévu par exemple un CJ, qu'on fait l'entretien avec le mineur en lui parlant d'un CJ, et que lorsqu'on se présente avec le mineur devant le parquetier, on apprend qu'il a changé d'orientation, qu'il a oublié d'en aviser tant les éducateurs que l'avocat, et qu'en fait, c'est un mandat de dépôt qui est requis. Donc, autant vous dire qu'on est quand même en grande difficulté. Ça, c'est quand même un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas parlé du problème de l'application de la loi sur l'adulte approprié, qui n'est pas du tout respecté alors que le texte l'impose, et qu'on est en grande difficulté par rapport à ce texte qui prévoit qu'un adulte approprié doit accompagner les MNA. Quid du décret d'application, c'est pas appliqué. Et voilà les points que je voulais aborder. Mais... Sophie, d'accord. Ah oui, ça marche. Alors moi, j'avais une question. Oui, alors moi, je suis juge des enfants à Créteil. Donc, alors j'avais une petite question qu'on aurait d'ailleurs j'aurais pu poser en première partie de matinée, en fait, sur la question de
et du coup je vous la pose à vous, collègues, quid du pourcentage de rédaction effectif des jugements au moment des audiences, parce que c'est quand même pour moi une vraie problématique, alors dans mon cabinet ça c'est sûr, je pense au niveau de l'ensemble du tribunal pour enfants. Et quand on parlait tout à l'heure du fait que si on décidait d'une MEJ avec module placement, l'OPP n'était pas nécessaire, dans la réalité et dans les pratiques, elle est absolument indispensable, parce que vu qu'on a 4 mois de délai de rédaction des jugements en chambre du enfin des jugements, qu'ils soient en culpabilité ou en sanction, de toute façon la PJJ ne pourra pas attendre ce délai-là avant d'avoir un support à la prise en charge des mineurs. Donc nous on a, enfin moi mon regard très personnel sur ce code de justice pénale des mineurs, c'est que je trouve que voilà, il est dans son esprit et dans son architecture plutôt bien pensé, que moi j'adhère plutôt à cette réforme, mais que les conditions dans lesquelles on le met en œuvre sont absolument pas propices à ce que sa mise en œuvre soit bien faite. En tout cas, voilà, alors on n'est pas exactement dans les mêmes problématiques que Paris, à Créteil, même si on est dans les mêmes problématiques de délinquance avec une échelle un petit peu inférieure, mais malgré tout, on est probablement une des juridictions qui se rapproche le plus de ces problématiques-là. Le parquet n'est pas du tout dans la posture dans laquelle le parquet de Paris est à Créteil, donc ça modifie quand même beaucoup les choses. Nous, on a vu plutôt le nombre de déferrements diminuer par rapport à la pratique qu'on avait en ordonnance de 45. On n'a pas du tout d'explosion de la détention provisoire, bien au contraire. Donc on est sur une mise en œuvre qui, à ce niveau-là, est pas parasitée par des... mais par contre, on a quand même une problématique de greffe massive qui fait que cette réforme, elle est pas applicable correctement. Bon, alors qui est peut-être locale, j'en sais rien. En tout cas, nous, on est en sous-effectif de greffe. On n'avait pas, je pense, mesuré le report de charge qu'entraînait cette réforme, à la fois sur le greffe du parquet, qui n'a pas du tout anticipé les choses, qui n'a pas du tout été formé, et nous, on a passé 3 mois à avoir des procédures qui n'étaient pas, voilà, pour lesquelles on ne pouvait pas tenir les audiences de culpabilité parce que les avis à victime n'avaient pas été faits, les avis à représentants légaux n'avaient pas été faits, les demandes de désignation d'avocats. Et heureusement qu'on a un barreau qui est quand même extrêmement compréhensif, parce qu'on ne tient pas du tout les engagements de au moins 15 jours avant la désignation de l'avocat. Bien souvent, les avocats, quand ils sont désignés 10 jours ou une semaine à l'avance, ont accepté malgré tout d'assister leurs clients aux audiences de culpabilité. Mais voilà, on a été sur ces problématiques-là. Maintenant, voilà, les choses sont un petit peu mieux calées, aussi avec les services de police qui n'avaient pas du tout l'habitude de devoir très rapidement mettre en forme et amener leur procédure. Par contre, au niveau du greffe du tribunal pour enfants, mais nous, on n'avait vraiment pas anticipé à quel point ce serait compliqué pour nos greffes. Le logiciel de Cassiopée, c'est quand même une vraie problématique. C'est-à-dire qu'effectivement, l'OPP, elle est très facile à sortir avec Cassiopée. Le jugement avec une MEJ et un module de placement, c'est tout, enfin, et de façon générale, de ce que ma greffière m'en dit, parce que alors vraiment, je suis absolument incompétente en matière informatique, mais ce qu'elle m'en dit, c'est que c'est pas du tout quelque chose de simple et de voilà. Donc moi je n'ai encore jamais signé un jugement à l'audience depuis la mise en œuvre de cette réforme, et comme bon, je pense que certains cabinets peut-être, mais c'est pas de la mauvaise volonté de la part de mon greffe, c'est vraiment une difficulté importante. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment une problématique de moyens, parce que sinon, sur le reste, oui, on patine pas mal sur pas mal de choses, mais je trouve qu'on s'est rapidement approprié cette réforme, alors c'est vrai que nous aussi, on a cette pratique d'audience unique à l'initiative du juge des enfants qui est assez rapide, mais moi, elle n'est pas très différente de la pratique que j'ai depuis 15 ans de l'ordonnance de 45. Hein. C'est-à-dire que dans les
juridictions où j'ai pas subi la charge pénale et où j'ai eu un peu de mainmise sur mon audiencement, j'ai toujours essayé de juger dans ce délai de 7 à 10 mois qui me paraissait être plutôt une bonne temporalité pour les mineurs. Là où je juge à 2 ans, c'est dans les 2 juridictions successives où j'ai exercé ces dernières années, où j'ai aucune maîtrise de l'audiencement et où du coup, mais ça n'a jamais été satisfaisant. Et là, effectivement, on se retrouve avec des dossiers et on commence, enfin là, pour le coup, je vois l'intérêt du CJPM et des délais contraints sur l'accès aux droits pour les victimes, hein, très clairement. C'est-à-dire que là, il y a 2 jours, j'ai jugé un dossier de 15 extorsions un peu classique sur mon cabinet. J'aurais jugé 2 ans après ou 3 ans après sous l'empire de l'ordonnance de 45. Là, en le jugeant 3 mois après, j'ai dit constitution de partie civile. Ça explose le temps d'audience, mais on est quand même content que ça explose le temps d'audience quand ça a du sens pour la justice. Et donc là, en l'occurrence, des gens qui sont présents à l'audience, je trouve que c'est sur le plan qualitatif et du message que la justice peut faire passer aux justiciables, on est quand même sur quelque chose de très intéressant. Mais il y a quand même vraiment une problématique de moyens et de moyens de greffe pour moi, encore plus que de moyens de magistrats, ça c'est une évidence. Je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question. Je suis Robert Bidard, j'ai exercé des fonctions de juge des enfants pendant un certain nombre d'années, une vingtaine d'années. J'ai fait autre chose et je vais revenir aux enfants. Je reprends un poste à Bayonne. Et si je fais cette présentation, c'est parce que j'ai une culture de juge des enfants. J'ai une culture de juge des enfants, j'aurais Hervé Hamon par exemple. On voit bien ce que c'est. Culture de juge des enfants au pénal, c'est de s'imaginer qu'on est à devoir traiter des mineurs, donc des personnes dont l'avenir nous importe et pour lesquelles il faut se coltiner, il faut se confronter, se frotter à de l'éducatif pour donner du sens à ce qui va être mis en place. En gros, c'est ça, si vous voulez, c'est ça. Et quand on a développé avec la FMJF un projet de réforme sur l'ordonnance de 45, c'était justement ça. C'était de faire en sorte que on puisse regrouper les procédures, qu'on puisse traiter vite ce qui doit être traité vite, c'est-à-dire sortir les parties civiles du temps éducatif qui est forcément long, de développer ce qui pouvait être intéressant sur cette partie-là, et puis ouvrir par le champ pénal de l'éducatif pour permettre le développement de la situation du mineur pour que ça soit quelque chose qui lui permette d'avancer. Je vois que les collègues disent oui de la tête, on est tous là-dessus. Et puis, ce que j'entends, ce que j'ai entendu jusqu'à ce qu'Alice prenne la parole pour Saint-Étienne, c'est assez affligeant. C'est assez affligeant parce que quand vous disiez les juges des enfants ne fonctionnent pas tous de la même façon, toujours fonctionné de façon très différente les uns des autres, mais c'est pas le problème. Ce qui pose problème dans ce que vous décrivez. Appuie en face. Bon. Ah ouais, non, mais franchement, ça, on peut pas. 1, 2, 1. Ok. D'accord. Ce que vous décrivez, ce qui se met en place, et c'est ça qui est problématique, ce sont des fonctionnements parallèles et cloisonnés. On a le parquet qui fonctionne avec sa logique de parquet, qui n'est pas du tout la logique des juges des enfants et la logique des services éducatifs. On a les collègues de Paris qui ont expliqué comment ça se passait à Paris, enfin c'est hallucinant. On a la PJJ et le collègue de la DRPJJ de Bordeaux qui explique comment la PJJ se retrouve à monter ses modes de fonctionnement dans son coin. Et on n'a pas entendu jusqu'à présent
ce qui fait qu'il y ait des recoupements, à quel moment on se rencontre avec les éducs, comment on construit là où on en est sur les parcours des gamins. Et ce qui m'ennuie, c'est que, et de ce que j'ai entendu aussi de la PJJ ce matin, c'était un petit peu ça, on est sur des déclinaisons de fonctionnement qui sont des fonctionnements en parallèle. Il n'y a pas de décloisonnement. Ce que disaient les avocats aussi, c'était assez hallucinant. Enfin, on est dans des modes de fonctionnement qui s'installent de cette façon-là. J'étais très, très, très affligé à l'idée de reprendre les fonctions de juge des enfants dans ce contexte. Et puis j'ai entendu ce qui vient d'être dit à Saint-Étienne. Alors du coup, peut-être que j'irai faire un stage à Saint-Étienne d'ici septembre, parce que là, du coup, on est dans cette recherche. Ce qui me semble effectivement la piste à retenir, à rechercher. Le problème, c'est que... comment dire ça ? C'est pas la logique institutionnelle dans laquelle on est. C'est les pratiques qui sont en train de se construire à Saint-Étienne qui font que ça peut marcher de cette façon-là et que ça donne des choses tout à fait intéressantes. Quand j'entendais Alice développer ces différentes façons de fonctionner, on voyait bien que ça soulevait l'approbation de tout le monde autour. Mais oui. Sauf que c'est un mode de présentation qui n'est pas un mode de présentation qui est développé. C'est pas ça qui est présenté comme modèle. C'est le fonctionnement du parquet qui devient pilote dans l'organisation. C'est la question des manques de moyens du greffe. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'on risque de se trouver dans des fonctionnements institutionnels qui restent des fonctionnements parallèles qui sont déjà mis en place depuis un moment. Mais peut-être que Saint-Étienne donne une autre vision des choses. Après, dernier point aussi, puisque sur Bayonne, je me suis un petit peu renseigné de la façon dont les choses se passent. Il y a pas mal de déferments, et on a un vrai souci manifestement dans les endroits où il y a, comme c'est le cas à Bayonne, du pénal MNA. C'est un vrai souci. Je peux peut-être dire deux petits mots sur ce qui a été dit. D'abord sur les questions du greffe. Moi, c'était mon inquiétude majoritaire, la plus majeure, le greffe, quand je suis arrivée et quand on a mis en œuvre la réforme. Inquiétude majeure parce qu'effectivement, problème d'outils, problème de Cassiopée, enfin, vraiment une charge de travail induite pas seulement par la réforme, mais par le manque d'outils suffisamment appropriés pour leur simplifier leur travail. Et ça a été, c'est une préoccupation quand même aussi importante, je sais, de la direction, hein, pour y avoir été, notamment de la direction de la PJJ, mais c'est vrai que c'est un problème extrêmement complexe. Et j'ai bien vu au départ, ça a été vraiment, je me suis dit, à Saint-Étienne, les voyants sont plutôt au vert sur tout, mais nos greffières vont s'épuiser, ça va être l'enfer, et c'est ça qui va faire que la réforme va pas fonctionner. Alors, je trouve quand même que ça s'est amélioré. En tout cas, elles ont leur premier jugement, je me souviens, les premiers jugements qu'elles ont essayé de faire, elles ont passé une après-midi sur un jugement, elles étaient complètement affolées. Elles ont fini par finalement arriver à trouver. Alors elles ont fait aussi, elles ont aménagé, elles se sont fait leur propre trame et tout. Enfin, elles ont quand même gagné en rapidité. Ça reste pas satisfaisant que un certain nombre de choses soient si compliquées encore sur Cassiopée, que les trames n'y soient pas, etc. Et effectivement, plus la juridiction est importante, plus le volume pénal de la juridiction est important, et plus je pense que ça a des effets délétères sur le greffe. Donc oui, après il y a aussi, je pense que la réforme, et ça avait quand même été dit par l'IGJ, sur les juridictions du groupe 1, c'est quelle organisation de greffe est vraiment pertinente avec le CJPM, et il y a une vraie question, je pense, qui va se poser. Pour le coup, à Saint-Étienne, il avait été mis en place un pôle pénal. C'est la première fois que je fonctionne avec un pôle pénal depuis que je suis juge des enfants. Et un pôle pénal est un fonctionnaire de greffe pour chaque cabinet en assistance éducative. Et j'étais pas du tout favorable, parce que moi j'aimais bien la logique de cabinet quand même, même y compris au pénal. Et je m'aperçois que c'est quand même assez fonctionnel. Voilà, que sans doute ça a du sens avec le CJPM et que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc il y a aussi cette question des organisations de greffe qui est, à mon avis, très complexe et peut-être dans certains endroits, c'est pas le fonctionnement qui a été mis en place pour le greffe et peut-être pas le plus pertinent avec le CJPM. En tout cas, l'inspection générale de la justice avait vraiment pointé ça en se disant sur le CJPM, il y a des organisations, notamment pour le groupe 1, qui seraient peut-être
plus pertinentes que celles qui sont en général mises en place dans les juridictions du groupe 1. Donc ça, c'est une réflexion à plus long terme peut-être qu'il faudra avoir sur les organisations de greffe, mais au-delà de ça, je pense que les greffiers, c'est quand même ceux qui ont le plus subi tous les aléas matériels et notamment informatiques, tram, etc. de la réforme. Et c'est vrai que ça reste ceux qui sont le plus mis à mal. Cela étant, Saint-Étienne, où finalement on a une activité moins forte, là ça y est, les jugements ils sortent et on les signe dans des délais relativement corrects, alors que ce n'était pas le cas au tout début. Et puis il y a quand même un autre point pour le greffe, c'est que déjà pour nous c'est un casse-tête pas possible, mais pour les greffiers encore plus, la cohabitation des deux procédures. Et là, on arrive à la fin de l'ordonnance de 45 et je pense que ça va aussi être un énorme souffle pour le greffe, qui est encore à la fois sur des tâches d'audiencement ordonnance de 45, les délais aussi pour les citations ordonnance de 45, pour remettre toute l'organisation de l'ordonnance de 45 en parallèle du CJPM. Et je sens que notamment la greffière qui se charge de l'audience ordonnance de 45 et qui du coup fait aussi du CJPM, là elle en peut plus et qu'il était temps que ça s'arrête et qu'elle n'ait plus à se démultiplier entre ces différentes procédures. Voilà, et je pense qu'il y a aussi cet effet quand tout le monde sera sorti de l'ordonnance de 45, et ça sera plus tardivement dans les grosses juridictions qui sont déjà les plus en difficulté. Donc il me semble qu'il y a une vraie... pour le coup, il faudrait quand même aussi que les cours d'appel elle donne quelques moyens sur des contrats d'objectifs sur ces grosses juridictions pour pouvoir permettre que cette partie ordonnance de 45 se termine, parce que c'est vraiment, à mon avis, un gros souci d'organisation. Et le placé qu'on devait avoir pour préparer, pour le juger exclusivement réservé au jugement des procédures ordonnance de 45 en 2021 a été 15 jours au tribunal. Oui, mais c'est ça. C'est 2 ans la perspective d'apurement du stock ordonnance. Ouais. Je pense que ça a un énorme effet aussi sur la manière dont les choses se vivent dans les juridictions, et pour la PJJ aussi d'ailleurs, parce que ça a aussi des effets sur les mineurs en question qui sont suivis en ordonnance de 45 et dans le cadre du CJPM. Bien, alors je vais encore trancher. Alors très peu de temps, parce qu'on a d'abord des impératifs collectifs, des impératifs individuels aussi en termes de transport et autres. Donc oui. Oui, bien sûr. Sur la gestion marseillaise, quand même un signe plutôt positif, optimiste. Bon, tout n'est pas parfait, ça marche pas. Tout n'est pas parfait, loin de là. Stock dans 45, oui, on en a beaucoup de dossiers d'instruction, on ne sait pas trop comment les caser, avec une activité criminelle pas négligeable. Ceci étant, la mise en place de la réforme s'est passée dans de bonnes conditions, surtout au sein de la juridiction. Par contre, avec le parquet, on a la chance d'avoir une équipe de parquetiers qui est au même étage que nous, avec un procureur adjoint qui est très intéressé par les questions des mineurs. Donc on a vraiment préparé les choses le mieux possible. Il y a un bon esprit avec les mesures éducatives avec les avocats. Ça se passe plutôt bien. Là, on râle un peu parce qu'ils nous ont bourré les audiences de juin, parce qu'il y en a moins. Ça, c'est un problème pendant les périodes de vacations où on a vraiment du mal à organiser le service. Mais les principes sont quand même respectés sur les orientations, sur les préconisations de mesures. Ça se passe plutôt bien avec ce parquet qui est ouvert, à l'écoute. Et en amont, on a fait beaucoup de réunions. Avec le greffe aussi, on a de la chance. La hiérarchie est plutôt, depuis 2-3 ans, bienveillante avec le tribunal pour enfants de Marseille. On a quand même, malgré des postes vacants de magistrats, on a quand même un greffier par cabinet, plus 4 greffiers dédiés aux audiences collégiales. Ça peut aussi fonctionner correctement. Mais on est très inquiet de l'embolisation qui risque d'arriver là à l'automne avec les audiences sanctions. Et si ça fonctionne, c'est parce que le parquet fait beaucoup d'alternatives aux poursuites. C'est parce qu'ils ont beaucoup diminué le taux de poursuite et le taux de déferment. Pour l'instant, ça fonctionne. Ça tient, on va voir sur la durée. Bien, j'ai envie de dire à la suite au prochain colloque, vu les débats riches que nous avons eus ce matin avec des constats très contrastés, qui permettent effectivement d'envisager des améliorations à venir pour le CJPM, qui est encore un outil très jeune. Donc
voilà, je vais dire, l'avenir est devant lui, avec des échanges partenariaux qui permettront effectivement d'en améliorer l'application. Je vous remercie toutes, tous aussi, pour votre participation en tant qu'intervenant, en tant qu'assistant au colloque. La FMJF est toujours très heureuse de pouvoir instaurer ces temps d'échange sur des questions qui s'avèrent essentielles dans l'intérêt des mineurs. Donc voilà, je vous dis à l'année prochaine. Nous, à l'interne, nos activités vont se poursuivre cet après-midi, on va dire, à partir de 14h, 14h15, puisque nous aurons notre assemblée générale à l'intention des adhérents de l'association. Voilà, je vous souhaite un bon week-end avec quand même une petite brise dans cette chaleur, cette canicule qui est effectivement très pesante quand on n'a pas la climatisation comme ici. Merci encore.